Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous ne sommes pas dans nos studios habituels, mais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'Africa CEO Forum 2025, le grand rendez-vous du secteur privé en présence de nombreux décideurs publics et en compagnie de ma camarade Aurélie Mbida. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Chef du pôle économie de Jeune Afrique. Ensemble, nous recevons le patron d'un groupe méconnu du grand public et pourtant c'est un groupe qui pèse lourd et même très lourd. On va le voir dans le secteur de la logistique, dans le monde et en Afrique. Bonjour Mathieu Friedberg. Bonjour. Directeur général de CEVA Logistics et membre du comité exécutif du groupe CMA-CGM, dont CEVA Logistics est une filiale. Les solutions maritimes, terrestres, aériennes qui sont au centre des attentions depuis quelques années, en particulier dans le contexte international que l'on connaît. Avant de parler de tout cela, Mathieu Friedberg, on remonte le temps, on déroule le fil de votre parcours avec Aurélie. Alors Mathieu Friedberg, dans le microcosme du transport de la logistique, on peut dire que vous vous placez dans la catégorie des hommes de l'ombre, devenus stratèges d'envergure mondiale. Vous vous êtes formé à Sciences Po et à l'INSEAD et vous avez fait vos armes dans l'audit rapidement avant de rejoindre le groupe CMA-CGM en 1995 où vous gravissez les échelons au fil des années, mais c'est en Afrique que vous vous forgez une réputation solide en dirigeant Delmas, l'armateur historique du Havre, racheté par CMA-CGM au début des années 2000. Vous en avez été le directeur financier, puis le directeur général, pilotant son intégration au sein du groupe marseillais. Une opération délicate à une époque où Bolloré cherchait d'ailleurs à se désengager de l'activité maritime. Une période vraiment mouvementée dans votre secteur d'activité, des rachats, des acquisitions. On a aussi les opérations de MSC, une consolidation du secteur. Quels souvenirs globalement vous conservez de toute cette époque, de ce bouillonnement dans ce secteur? Écoutez, alors peut-être juste pour revenir un peu en arrière, donc en effet, moi je suis rentré dans le groupe en 95, à l'époque où il ne s'appelait que CMA, donc avant le rachat de la CGM, donc c'était en effet, à l'époque, on était un armateur essentiellement présent sur les routes maritimes entre l'Asie et la Méditerranée et l'Europe. Et puis il y a eu le rachat de la CGM, et puis les années ont passé. En effet, voilà, c'est un secteur qui globalement quand même, sur j'ai envie de dire une vingtaine d'années, dans le transport maritime, s'est consolidé de manière massive. On était, quand j'ai commencé ma carrière, je cite de tête, mais on devait être entre 20 et 25 armateurs, et finalement tout ça s'est consolidé sur une période allant de, disons, 1995 à 2010, 2016, à peu près au moment où le groupe a racheté l'armateur singapourien qui s'appelait APL NOL, qui a été une énorme étape pour nous, également dans le renforcement sur les lignes maritimes, notamment vers les États-Unis. Et donc voilà, j'ai vécu cette transformation-là dans le maritime, et maintenant je la vis d'une manière pas équivalente, mais assez proche dans le milieu de la logistique. C'est une bonne chose pour vous qu'on ait globalement trois géants, MSC, Maersk, CMA, CGM. C'est une bonne chose. Alors écoutez, je sais, pour tout le monde. Je pense qu'on est un peu plus, je pense qu'on est globalement entre 7 et 8 armateurs un peu globaux. Ce qui est vrai par contre, c'est que la particularité, elle est un peu particulière de cette industrie, c'est que les trois premiers sont européens. Ce qui est rare dans l'économie mondiale. Ils sont européens, ils sont familiaux, les trois. Ce qui, je pense, témoigne aussi de la particularité d'un secteur qui est gourmand en capitaux. Il faut avoir les reins solides dans ce métier. Vous investissez sur de longues périodes. Quand vous achetez des flottes de navires, c'est sur plus de 25 ans. Et avec des aléas. Et vous avez un marché qui évolue avec les hauts et les bas. Et donc, en effet, je pense que c'est pas un hasard si cette industrie s'est structurée autour d'acteurs à capitaux familiaux avec des visions de long terme, et le groupe CMA en tout cas en est un bon témoignage. La suite de votre parcours avec Aurélie.
En tout cas, cette expérience donc, vous apporte une connaissance fine des enjeux maritimes et logistiques africains, un atout précieux dans le développement du groupe sur le continent, puisque après avoir dirigé la branche logistique de CMA-CGM, vous êtes nommé en 2020 à la tête de Seva Logistics, sous votre direction. Seva s'étend à vive allure, notamment en Afrique et aussi en Asie du Sud-Est. Beaucoup de voyages, hein, on imagine, la découverte de cultures et de cultures d'entreprises très diverses. On ne travaille pas en Asie du Sud-Est comme ici en Afrique? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Je pense que, certes, il y a bien sûr, il y a des diversités culturelles importantes, mais il y a aussi beaucoup de similarités. Je pense que quand vous travaillez avec des équipes, la volonté de bien faire, la volonté de travailler ensemble, qu'est-ce qui motive globalement les équipes? Il y a quand même des codes parfois. Oui, il y a des codes culturels qui peuvent être différents. Voilà. Il y a des manières de faire qui peuvent être différentes. Mais voilà, les différences, certes, enrichissent l'ensemble, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de similarités quand vous inscrivez dans une entreprise. Vous essayez en tout cas de forger un ensemble qui soit à la fois cohérent, qui aille de l'avant, qui donne un peu de vision. Mais quand on est un dirigeant, il faut être câblé pour ça. On essaye du mieux, cette expérience. Modestement, en tout cas, on essaye de prendre en compte cette diversité et d'en tirer la richesse qu'elle recèle. Aujourd'hui, votre groupe emploie plus de 110 000 personnes dans 170 pays, dont 28 pays en Afrique, et génère aussi un chiffre d'affaires de 19 milliards de dollars. Le groupe a récemment finalisé l'acquisition de Bolloré Logistics en renforçant ainsi sa position sur le marché africain et dans le secteur de la logistique aérienne et aussi maritime. Dans votre parcours, on l'aura compris, il y a toutes les dimensions de la chaîne de valeur, une vision globale du métier, de la mer aux entrepôts, avec une attention particulière portée à l'innovation et à la durabilité. Voilà. Autant de sujets dont nous allons parler ensemble, Mathieu Friedberg, pour révéler les coulisses de ce secteur qui fascine et qui est surtout au cœur de multiples enjeux à la fois économiques, géopolitiques, environnementaux. Le directeur général de Seva Logistics est notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique à découvrir en vidéo sur notre chaîne YouTube et sur jeuneafrique.com. Mathieu Friedberg, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une porte d'entrée et de sortie de la logistique en Afrique. Quand on va dans le port d'Abidjan, quand on va sur les routes, dans les aéroports et plus largement sur le continent, on se dit que l'Afrique a franchi un cap ces dernières années. Quelle place veut occuper Seva dans ce mouvement? Quelle est l'importance stratégique du continent africain dans votre feuille de route? Alors écoutez, je vous ferai une réponse à deux niveaux. Premier niveau, je pense qu'on va faire un pas en arrière. La première vraie, j'ai envie de dire, incursion forte que le groupe a menée en Afrique, ça a été au moment du rachat de Delmas en 2006, c'était il y a 20 ans à peu près, quand le groupe Bolloré a décidé de se défaire de sa branche maritime. Ça a été un accélérateur très important pour nous dans notre implantation en Afrique, à deux titres. D'abord parce que ça a renforcé nos moyens maritimes, à un moment donné où on a quand même vu, entre le début des années 2000 et 2020, des investissements assez structurels dans les infrastructures portuaires. Donc on a vu évoluer j'ai envie de dire que l'accès au port africain s'est énormément simplifié, ce qui a eu un impact important sur les moyens qu'on était en capacité de déployer pour servir les côtes africaines, ce qui a eu un effet bénéfique sur le coût de ce transport pour les importateurs ou les exportateurs africains. Ça a été un accélérateur parce que ça nous a permis aussi de nous implanter physiquement dans l'ensemble des pays africains, que ce soit le long des côtes et dans les pays de l'intérieur. Donc ça a été vraiment pour nous un moment important. Donc on s'est beaucoup développé, on a continué à développer. La bascule qui s'est faite en plus à partir de 2019, quand on a fait l'acquisition de Seva, très tôt, je pense
par conviction que porte ce groupe sur le fait que l'Afrique est une des zones de développement fort pour les années à venir, portée par j'ai envie de dire des tendances de fond, l'urbanisation, l'émergence lente mais quand même d'une classe moyenne, etc. La conviction qu'il fallait être présent, relativement peu d'acteurs internationaux logistiques présents sur le continent, c'est un pari. Nous, on l'a fait très tôt, dès l'acquisition de Ceva. On a fait 2-3 acquisitions qui nous ont permis de vraiment nous renforcer en Afrique de l'Est. Alors justement, quels sont les marchés africains, selon vous, les plus dynamiques? Vous avez fait, ce que vous expliquez, une croissance un petit peu rapide et en même temps mesurée dans les zones que vous visiez. Quels sont, selon vous, les marchés prioritaires, peut-être dans vos investissements? Est-ce que vous avez comme retour là depuis votre dynamique sur le continent? Écoutez, dans les grands marchés, je vais prendre les 3 grandes zones. Si on commence on va commencer par le nord, donc entre l'Égypte, le Maroc, aux deux bouts, qui restent deux marchés très dynamiques, et au milieu l'Algérie, qui est quand même un marché important, dans lequel, d'un point de vue maritime, le groupe a une présence de longue date, des actifs, y compris portuaires, puisqu'on on exploite un terminal à Tanger en partenariat, un autre à Alexandrie, donc on est présent aux deux bouts de l'Afrique du Nord. Après, si je descends en Afrique de l'Ouest, les grands marchés porteurs, en commençant par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, les deux Congos, l'Angola, des marchés qui restent importants, qui sont aussi chacun à leur manière des portes d'entrée vers des corridors qui mènent vers l'intérieur. Et c'est vrai que l'Afrique subsaharienne est quand même beaucoup structurée autour de ces corridors-là. C'est le grand défi du moment. Oui, bien sûr. Désenclaver. L'Afrique du Sud, et puis après en Afrique de l'Est, le Kenya, la Tanzanie, et puis il reste le corridor de la Corne avec Djibouti et l'Éthiopie. Voilà. L'armateur MSC vient d'introduire un navire de 24 000 EVP, donc c'est l'équivalent 20 pieds. Vocabulaire de mesure dans le secteur. Sur la côte ouest africaine, c'est un mastodonte qu'on n'imaginait pas pouvoir accoster à Lagos ou à Tema il y a encore quelques années. Quel regard portez-vous en tant que logisticien et connaisseur du maritime sur cette montée en puissance? Est-ce que c'est une révolution? C'est un coup de com'? Non, je pense que c'est vraiment la matérialisation de ce que j'essayais d'expliquer au début, c'est-à-dire que quand vous regardez les infrastructures, pour être en capacité d'accueillir des navires comme ça, il vous faut des infrastructures portuaires capables d'accueillir, à la fois en termes de tirant d'eau, c'est la profondeur dans les ports, capacité avec des portiques, etc., d'opérer des navires de cette taille. Il faut vraiment une infrastructure solide qui est en compétition et équivalente à des infrastructures que vous pouvez trouver en Asie, en Europe ou ailleurs. Et de ce point de vue-là, l'Afrique a énormément évolué. Moi, quand je suis arrivé en 2006 chez Delmas, je me souviens, pendant un moment, on avait 30 jours de congestion. On attendait avec le navire 30 jours devant Luanda pour pouvoir rentrer. Parce que l'infrastructure suivait pas, décharger les marchandises. Donc le temps vous preniez, disons, une trentaine de jours pour arriver devant Luanda, vous en repassiez 30 devant Luanda avant de pouvoir décharger la marchandise. Donc la complexité de l'accès au port est énorme. Ça a fondamentalement changé. Et quand ça change, ça apporte évidemment de la fluidité, des capacités plus importantes, et plus la capacité est grande, plus le coût unitaire est faible. Donc je pense que cette arrivée de navires de cette taille-là, et nous de la même manière, avec des développements qu'on a pu faire à Lekki, qui est une nouvelle porte d'entrée pour le Nigeria, à Kribi au Cameroun, c'est pareil, ce sont des infrastructures qui vont permettre d'amener des navires de très grande taille. On voit bien qu'il y a pas mal de ports en Afrique qui s'adaptent à cette nouvelle configuration. Justement, les infrastructures, il y a les ports, mais il y a aussi les routes, avec des qualités de routes parfois inégales. On a aussi des conditions locales très différentes selon les pays, les services des douanes, l'accueil dans les ports. Comment vous vous adaptez à cette diversité, justement? Comment ça impacte vos activités? Alors je vous ferai pareil, une réponse à deux niveaux. La première, c'est qu'on fait un peu comme tous les acteurs économiques africains. On s'adapte, et je pense que c'est une des particularités de ce marché. C'est quand même
l'incroyable résilience et capacité d'adaptation et d'agilité des acteurs économiques. Et donc, on est un acteur économique comme un autre, donc on est dans cet environnement-là. Et donc, il faut en effet de l'agilité, il faut de la résilience, il faut de la capacité à adapter des conditions qui peuvent être très changeantes. Ça, c'est la première chose. Une route qui n'est plus praticable parce qu'il il faut trouver une alternative, il faut tourner un contournement. Ça arrive régulièrement, ça bien sûr, bien sûr. Ça arrive, vous pouvez avoir des tensions géopolitiques, vous pouvez avoir des moments, des routes qui peuvent être coupées, vous pouvez avoir des problématiques d'infrastructures qui sont plus au niveau, des infrastructures roulantes aussi, qui parfois sont plus au niveau. Donc il faut jongler avec ça. Le chemin qui a été parcouru au niveau des infrastructures portuaires, petit à petit, il va falloir faire le même chemin pour les infrastructures terrestres. Et au-delà des infrastructures terrestres, sur les infrastructures, j'ai envie de dire, immatérielles, c'est-à-dire les plateformes informatiques qui vont permettre de faire émerger des guichets uniques, de simplifier les démarches administratives. Donc tout ça, ça participe, on va dire, de la logistique au sens large. Donc nous, on s'inscrit là-dedans. Après, notre métier, pourquoi les gens viennent travailler avec un prestataire de service comme nous? C'est justement parce qu'on les aide à naviguer dans ces difficultés-là. C'est notre métier au quotidien de faire preuve, on va dire, de l'agilité nécessaire. Ouais. On parlait de la qualité des infrastructures, mais il y a aussi les questions de sécurité. Dans un certain nombre de pays, des zones qui aujourd'hui ne sont plus atteignables, ou en tout cas où on décide de ne plus aller parce que c'est trop dangereux. Est-ce que vous avez vu grossir ce problème? Comment vous vous y adaptez? Écoutez, alors, la première réponse que je ferai, c'est quand même, vu de notre fenêtre, la priorité, c'est évidemment la sécurité de nos hommes. Donc, on n'expose pas nos hommes à des dangers. Personne ne va au travail pour se mettre en danger. Donc, je pense que ça vaut en Afrique comme ailleurs. Donc, il y a des moments où, en effet, on prend la décision qu'on ne desservira plus tel endroit parce que c'est trop dangereux ou parce que les conditions ne sont pas réunies. On essaye tant bien que mal de trouver des solutions d'accompagnement. Donc, ça peut être des escortes. Donc, à certains moments, on a eu recours à ce type de moyens pour desservir des zones qui étaient un peu conflictuelles. Donc, faites des choix opérationnels. En fonction de la dangerosité, avec quand même la priorité numéro 1 qui est de ne pas exposer vos hommes, que ce soit vos hommes ou vos sous-traitants. Vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une situation malheureuse. Et vous ne craignez pas que dans les années qui viennent, on soit obligé de se concentrer sur les zones littorales qui sont a priori un peu moins dangereuses? Ça serait quand même... Écoutez, moi, je pêche peut-être par optimisme, mais moi, j'ai vu quand même, au cours de ces 30 ans de logistique, des situations évoluer de manière très rapide dans un sens ou dans l'autre. Qui nous aurait dit il y a 2 ans qu'on passerait plus par Suez pendant un moment, qui nous aurait dit il y a 4 ans que le monde serait à l'arrêt et qu'on serait tous confinés chez nous et que voilà. On va en reparler. Aurélie. Alors, dans un autre sujet, mais qui est très voisin, quand on parle de logistique en Afrique, on entend les connexions entre les pays. On a quand même un petit peu parlé, les connexions de l'Interland versus la côte. Et donc, il y a quand même un outil qui existe en ce moment en Afrique et qui met du temps à être une réalité. C'est la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Êtes-vous prêt, vous, à accompagner sa mise en œuvre, à dispenser de votre avis, vous le pouvoir ou des avis à apporter au niveau de vos clients, vos partenaires sur le continent? Oui. Alors, très très clairement, oui. Nous, l'histoire de ce groupe, c'est l'histoire qui a accompagné la mondialisation. C'est une histoire qui, on a grandi avec cette histoire-là. Et donc, tout ce qui est de nature à faciliter les échanges de biens entre les pays, c'est évidemment quelque chose qu'on appelle de nos voeux, parce que on pense
je pense fondamentalement que c'est un facteur de développement important et que les acteurs économiques, en tout cas, l'appellent de leur vœu et que nous, voilà, notre boulot, c'est de l'accompagner, de mettre à disposition des moyens, des outils, etc., pour après le mettre en œuvre. Et vous, aujourd'hui, ça vous coûte cher d'avoir des réglementations différentes, des taxes tout ce qui est, on va dire, tout ce qui crée de la complexité logistique, donc forcément crée des coûts, des moments de rupture dans un flux, et toute rupture a un coût, c'est comme un moment d'arrêt, donc vous repartez derrière. Donc tout ce qu'on est en capacité de faire, fluidifier ça, c'est autant de gagner pour les acteurs économiques. Et ça vaut à la fois pour les flux d'informations, j'ai envie de dire, administratifs, documentaires, etc., les flux physiques, tout ce qui est de nature à accompagner une simplification, c'est autant de gagner. Voilà. Moins il y aura de droits de douane. Oui, je pense que c'est en tout cas, voilà, ça a permis à beaucoup de monde. On verra tout à l'heure qu'à l'échelle mondiale, les choses sont en train d'évoluer un petit peu différemment. Aurélie. CEVA Logistics est désormais intégré donc, au sein du groupe CMA-CGM géant mondial. Comment ça se passe à l'intérieur, la synergie avec le groupe CEVA, CMA, et quel est l'impact d'ailleurs sur les services proposés? Est-ce que ce sont les mêmes? Qu'est-ce qui vous différencie aussi parfois? Écoutez, d'abord ça a été une décision très volontaire et la vision stratégique de l'actionnaire à un moment donné, après cette période de forte consolidation du maritime, de diversifier notre groupe vers quelque chose qui était relativement adjacent, qui était la logistique, c'est-à-dire être en capacité d'offrir à nos clients des services qui allaient au-delà de je prends une boîte quelque part et je l'amène dans un autre endroit, dans un port, pour être vraiment dans une vision un peu bout en bout sur notre capacité intégrée pour servir une supply chain. Parce que quand vous avez une supply chain, vous êtes chez Danone ou vous êtes un exploitateur de coton, à un moment donné, c'est comme un collier de perles. Donc vous avez un certain nombre de moments. Vous allez avoir depuis Borchamp, vous allez ramener ça en ville, vous allez devoir l'empoter, vous allez le mettre dans un conteneur. Le conteneur va partir. Voilà. Toute cette chaîne-là, c'est un enchaînement de services. Et plus on est en capacité de simplifier, là encore, la vie des industriels, plus on apporte de la valeur. Donc je pense que c'était vraiment ça la vision de départ. Donc c'est pour ça qu'on s'est embarqué dans l'histoire de CEVA. Donc aujourd'hui, les deux entités cohabitent et fonctionnent ensemble. On essaie évidemment de maximiser la valeur pour nos clients. Donc on a beaucoup d'opérations communes vers nos clients pour essayer d'offrir des solutions de bout en bout. On est, pour vous donner une idée, donc CEVA, dans sa palette de services, on fait évidemment du transit maritime, qu'on fait en partie avec CMA-CGM pour une partie de nos flux, mais pas seulement. Donc on est aussi un transitaire qui travaille avec d'autres armateurs. Après, la nature de nos activités sont relativement différentes dans le sens où l'activité de transporteur maritime, c'est vraiment une activité de transporteur, dans le sens où vous déployez les actifs qui vont être déployés sur des routes et vous optimisez le remplissage et vous faites en sorte de les utiliser au mieux. Nous, on est un prestataire de services sans actifs et on construit des solutions pour nos clients. Enfin, c'est deux choses très complémentaires. Le mariage avec Bolloré Logistics, qui est une marque bien connue et depuis très longtemps en Afrique, quel premier bilan vous en faites? Vous avez aussi récupéré cet héritage de Bolloré en Afrique. Écoutez, alors, à titre personnel, pour moi, c'est un peu le deuxième volet de l'histoire, parce que j'avais vécu le premier qui était l'acquisition de Delmas, où on avait fait, on avait récupéré en effet ce très bel actif des mains du groupe Bolloré, qui a été pour nous structurant quand même dans notre développement africain. Et de la même manière, aujourd'hui, l'intégration des équipes Bolloré au sein de CEVA, c'est très structurant, notamment au regard de l'Afrique, mais pas seulement, parce que les équipes Bolloré avaient développé un très bel actif et j'ai envie de dire un très beau fonds de commerce, avec des expertises très fortes dans un certain nombre de secteurs, le luxe, l'aéronautique, la logistique de projet, etc., qu'on a allié avec CEVA. Leur connaissance de l'Afrique, aujourd'hui, je pense, nous apporte énormément dans notre développement. Donc c'est vraiment, pour nous, un accélérateur. Ça nous conforte dans l'idée qu'on a vraiment quelque chose à offrir sur ce continent.
C'est pour nous un élément de différenciation également. On est rentré dans le top 4 aujourd'hui des logisticiens. On est le numéro 4. On a devant nous 3 mastodontes. Je pense qu'il nous distingue de ces 3 mastodontes, c'est justement notre volonté de nous développer en Afrique, contrairement à d'autres. La logistique, on en a parlé, a beaucoup évolué, surtout beaucoup en termes d'innovation, digitalisation, bien sûr, la supply chain, vous en avez parlé, la traçabilité, beaucoup d'automatisation, pardon. Quels ont été les investissements réalisés chez CEVA dans ce... Alors, on a 3 niveaux d'investissement. On a un niveau d'investissement groupe qui est vraiment un niveau d'investissement, j'ai envie de dire, en recherche et développement, qui porte sur 2 grands sujets. Un sujet qui est la décarbonation du transport, c'est un vrai sujet. Quelles sont les motorisations de demain, comment on va propulser tout ça. Gros sujet. Et là, on parle de R&D, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la réflexion, qu'est-ce qui va demain nous aider. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui va, on va dire, changer nos environnements logistiques et plus particulièrement nos environnements logistiques, j'ai envie de dire, à forte intensité humaine, comme les entrepôts, et donc comment la robotisation, l'IA, etc. vont transformer ces métiers. Mais là, on est à un niveau... Déjà intégré l'IA dans vos chaînes logistiques? Alors, j'y viens. Donc on a cette couche de R&D qui est vraiment prospective. Après, on a une couche d'innovation appliquée. Donc, en effet, aujourd'hui, dans nos offres qu'on peut faire à nos clients, on a à la fois des offres qui peuvent être à fort niveau d'automatisation. Quand je dis fort niveau d'automatisation, on a des entrepôts dans lesquels 70% des tâches ont été automatisées, avec des robots. Alors, tous les clients ne s'y prêtent pas, toutes les typologies de marchandises ne s'y prêtent pas. Il faut globalement beaucoup de références, de forte rotation, il faut que ça tourne beaucoup. Je vous donne un exemple, un entrepôt dans lequel vous gérez de la mode, la fashion, etc., ça tourne beaucoup, vous avez beaucoup de références, voilà, ça se prête beaucoup à la robotisation. Donc on a des offres comme ça, très automatisées, très robotisées, après on a des offres très manuelles, d'autres, voilà, donc il faut s'adapter en fonction des besoins. Mais donc, on intègre de la robotique, 2, comme tout le monde, on réfléchit au cas d'application de l'IA, voilà, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, on a beaucoup d'initiatives en cours. Donc là, on est plutôt dans une phase de test et de réflexion que d'application. Alors, on a des cas d'application qui sont des cas d'application, j'ai envie de dire, simples. Comment est-ce que j'automatise des circuits documentaires, par exemple. On a un métier où il y a beaucoup de documents à fournir, etc. Comment est-ce qu'on automatise ça? Donc ça, c'est des choses relativement simples. C'est des choses assez administratives. Voilà. Mais après, voilà, jusqu'où on peut pousser la réflexion. Pas encore totalement. Vous avez prononcé le mot important du moment, décarbonation. On a le sommet des océans qui se tiendra au mois de juin en France. Est-ce qu'on peut imaginer, Mathieu Friedberg, une logistique 100% verte? Alors après, il faut déterminer ce qu'on considère comme vert ou pas vert, ou est-ce que c'est un objectif trop ambitieux à court ou à moyen terme? Alors je vous dirais oui, j'y crois. Je pense que, non seulement j'y crois, mais je pense que notre actionnaire, en tout cas, il croit fortement. On s'est engagé à être carbone neutre en 2050. Mais au-delà de l'engagement, le plus important, c'est je pense qu'on a été probablement les précurseurs. Tout au début, quand on a commencé la réflexion autour de propulsion alternative au fuel lourd et qu'on s'est lancé sur le GNL il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, les années passent. Alors le GNL n'est pas la solution ultime, mais c'est quand même une étape qui nous permet de décarboner en partie. C'est une étape importante sur les particules fines, parce qu'elle les élimine complètement. Donc ça a été très important et c'est des investissements qui se comptent en milliards, puisqu'on a aujourd'hui fait des investissements de flotte entière au GNL. On a fait la même chose sur le méthanol, en disant que c'était peut-être aussi une solution, et on continue, et là plutôt en R&D, à réfléchir à qu'est-ce qui sera la propulsion de demain. Donc 1, on y croit. 2, on met les moyens sur la table, clairement. Ça, c'est sur la partie transport, qui est vraiment la partie celle qui produit le plus de carbone. Mais voilà, dans les nouveaux carburants, on est dans une phase encore d'expérimentation et d'évaluation. Oui, on est dans une phase quand même de mise en production. Le GNL, maintenant, ça devient industriel. Après, on n'a pas encore trouvé la martingale de la solution 100% décarbonée. On est néanmoins partenaire d'une initiative
autour d'une entreprise qui s'appelle Neoline. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est une des premières propulsions véliques, hein, donc avec le vent sur certaines routes maritimes. Donc il y a un bateau en construction qui va sortir de chantier, ne citez pas, mais bientôt, qui va être déployé sur les routes sur l'Atlantique, et donc qui, là, pareil, va nous permettre de décarboner de manière assez significative. Voilà. Donc on est comme tout le monde, hein, on teste, on avance, mais en tout cas, la volonté est claire. Est-ce que vos clients, justement, vous poussent à aller plus vite, à respecter cet engagement? On est déjà en 2025, et c'est vrai que les décisions prennent du temps, donc est-ce que vous êtes poussé, puis en particulier sur le continent, comment c'est reçu, qu'est-ce qui est demandé dans vos contrats, vos appels d'offres? Est-ce que finalement la réglementation environnementale, elle est partout pareille? Écoutez, c'est un peu comme dans tous les domaines. Vous avez les précurseurs, puis après, voilà, vous avez ceux qui regardent, et puis ceux qui se désintéressent du sujet pour l'instant. Mais globalement, si je regarde l'ensemble du portefeuille, entre il y a 5 ans et aujourd'hui, clairement, le sujet est un peu plus prégnant. Hein. Aujourd'hui, on voit émerger des appels d'offres où, si vous n'avez pas une offre bas carbone, vous n'êtes plus sélectionné. Hein. Donc ça, c'est sur les appels d'offres, j'ai envie de dire, ça, c'est les précurseurs. Ceux qui sont vraiment... ici en Afrique. Hein, y compris ici en Afrique. Probablement un peu moins. Hein. C'est pas encore la priorité des priorités, mais voilà, c'est quand vous avez un appel d'offres global, les routes maritimes vers l'Afrique sont également dedans. Donc, voilà. Donc, vous avez certains acteurs qui sont vraiment à la pointe. Après, la grande question qui est autour de laquelle tout le monde tourne, c'est le coût de cette décarbonation. Hein. Si vous regardez le transport maritime, alors je cite de tête, mais les chiffres qui sont avancés, le coût de la décarbonation du transport maritime, ça va chiffrer 1500 milliards. Bon, 1500 milliards, vous n'avez pas d'acteur aujourd'hui économique qui peut porter ça tout seul. Il n'existe pas. Donc ça veut dire quelle va être la juste répartition de l'effort si effectivement, à un moment donné, on veut réussir. Le consommateur, certainement, devra payer un peu plus cher. À un moment donné, ça va se traduire dans le coût du transport. Est-ce que les concepts, alors on va prononcer des mots anglais, de nearshoring et de reshoring, on va traduire ça par de la logistique de proximité, en tout cas raccourcir les distances, est-ce que c'est ça la solution d'avenir? Et ça va nous amener à notre thématique suivante. Écoutez, je ne sais pas si c'est une solution d'avenir, je pense en tout cas que c'est quelque chose qui se déroule sous nos yeux. Je pense que avec probablement depuis la réémergence, on va dire, des tarifs douaniers, etc., on a vu émerger un concept qui maintenant s'est un peu généralisé, qu'on a appelé China Plus One. Donc la Chine aujourd'hui est une zone de sourcing importante. C'est devenu la première nation manufacturière. Mais on voit bien que les gens dérisquent un petit peu en ayant une deuxième source. Donc on a vu émerger le Sud-Est Asie de manière significative. Vous voyez le Vietnam émerger de manière importante, d'ailleurs également aussi avec des capitaux chinois. L'Indonésie, la Thaïlande probablement depuis un peu plus longtemps avec les capitaux japonais, notamment dans l'automobile qui étaient là depuis un moment. On voit la Turquie. La Turquie est aujourd'hui une base industrielle de proximité pour l'Europe importante. Le Maroc. On se rapproche. Donc je pense qu'on va avoir, ça va être un peu plus multipolaire. Je ne pense pas que ça va remplacer complètement la Chine. La Chine continuera à jouer un rôle majeur de par sa puissance industrielle. Et sa puissance industrielle, c'est pas seulement. Je pense qu'il y avait sur LinkedIn une interview de Tim Cook qui expliquait ça très bien. Il disait, je ne vais pas en Chine pour le coût de la main-d'œuvre. Je vais en Chine parce qu'ils ont développé une capacité industrielle, ils ont développé un savoir-faire technique et ils ont développé des ressources humaines, formation des ingénieurs, etc., que je ne trouve pas ailleurs. Donc c'est ça qui fait un ensemble. Mais il faudra peut-être tout de même, pour limiter un peu ces distances et ces délais de livraison, peut-être faire payer un peu plus le consommateur, taxer un peu plus les produits qui viennent de loin. On voit le débat qu'il y a en ce moment en France autour des petits colis, des plateformes chinoises. Exact. Oui, ce qui est certain, c'est que je suis pas économiste, mais en tout cas, une supply chain complètement décarbonée coûte plus cher qu'une supply chain carbonée telle qu'elle est aujourd'hui. Après,
ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être pas vrai demain, hein, dans le sens où les économies d'échelle, ce qu'on va pouvoir développer, les capacités d'innovation qu'on va déployer sur ces sujets-là, vont peut-être amener des gains d'échelle qu'on ne soupçonne pas encore. Donc il y a aussi un moment quelque chose de vertueux qui vous fait basculer. Hein, quand vous basculez dans un nouveau paradigme, tout à coup, hein, les vérités d'hier économiques qui vous faisaient dire c'était hors de prix ne sont peut-être pas aussi brutales que ce qu'on peut imaginer. Voilà. Allez, on va parler justement du commerce international avec Mathieu Friedberg, directeur général de Seva Logistics, à la tête donc de 110 000 salariés dans le monde, qui est notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Cette situation géopolitique internationale, on a eu la pandémie, on a eu des conflits armés en Ukraine, au Proche-Orient, avec les problèmes que ça pose en mer Rouge et autour du canal de Suez. Où en est aujourd'hui la chaîne logistique mondiale? Est-ce que vous diriez qu'elle est globalement stabilisée? Alors, ça serait un peu définitif de le dire comme ça. Difficile de le dire comme ça, mais ce que je dirais, c'est que entre les 15 années, disons jusqu'au moment de la pandémie, les 20 années qu'on a vécues appelons ça la mondialisation heureuse, hein, je mets vraiment beaucoup de guillemets autour de tout ça, mais en tout cas où on n'avait pas de disruption majeure, on en a eu des congestions, etc., mais elles n'étaient pas aussi massives que ce qu'on a pu vivre, qui était d'ailleurs tellement important qu'on ne l'avait pas imaginé. Hein. Quand est arrivée la pandémie, on ne l'avait pas imaginé. Et depuis la pandémie, le constat qu'on fait quand même, c'est que globalement, ces chaînes sont plus... enfin, en tout cas, sont soumis à un plus grand stress que ce qu'elles étaient auparavant. Hein. Un stress lié pour raisons géopolitiques, opérationnelles, structurelles, enfin bon. Le canal de Suez, le canal de Suez, le canal de Panama, vous avez un peu moins d'eau, les navires n'arrivent pas à passer. Voilà, donc tout ça, ça crée quand même des disruptions dans les chaînes qui font que les chaînes sont globalement un peu plus sous stress que ce qu'elles étaient auparavant. Justement, on a mentionné le canal de Suez. Ça a quand même été un choc certain pour l'arrêt de la route, l'arrêt du trafic via le canal a eu des incidences pour de nombreux acteurs. Justement, quelles conséquences vous en avez tirées? Est-ce que ça a été une occasion de repenser votre modèle au vu, j'imagine, du coût? Et quel est ce coût que vous endurez du fait de cet arrêt de trafic? Alors écoutez, je ne sais pas si ça a permis de repenser le modèle. Ça nous a en tout cas obligés à nous adapter, ça c'est clair, hein, parce qu'on ne pouvait pas, c'était impossible d'exposer nos équipages à un danger qui était quand même un danger réel à Bab el-Mandeb. Donc on a pris cette décision, comme tous les acteurs d'ailleurs, de passer par le Cap de Bonne-Espérance. Ouais, par la Bonne-Espérance. Ça a rallongé les routes, hein, ça a globalement quand même rajouté du coût dans le système. Hein. Ça a absorbé une partie de la capacité du marché, parce que 2 semaines de plus, c'est autant de capacité que vous ne déployez pas. Voilà, donc ça a eu un impact réel. Est-ce que c'est structurel? Est-ce que le jour où, on va dire, Suez sera à nouveau, on sera en nouveau capable de passer par Suez dans des conditions de sécurité décentes, je pense que, difficile à dire, mais je pense qu'on reviendra par Suez parce que quand même, quand vous êtes en Turquie, passer par Bonne-Espérance, ça vous rallonge quand même assez sévèrement. Est-ce que ça a changé la négociation avec les opérateurs portuaires? On sait que le port de Tanger, par exemple, bénéficie de cette situation. Oui, alors, j'ai envie de dire ça, c'est quand même alors bien sûr, c'est une disruption. Donc c'est un moment, voilà, vous avez toujours des moments, je pense dans ces situations-là, des gens qui vont être, on va dire, qui en bénéficieront davantage que d'autres. Donc en effet, mais ça reste des moments temporaires. Est-ce que ça va être structurel ou non? Voilà, ça rebat un peu les cartes, mais c'est quand même des choses qu'on a vues ailleurs. On a vu émerger les ports, on en a vu d'autres qui n'avaient pas investi, qui ont été petit à petit abandonnés. Donc le métier d'opérateur portuaire, c'est aussi un métier de, voilà, à un moment il faut investir, il faut attirer les clients, il faut être en capacité de délivrer un service qui fait que voilà, les gens viennent faire escale chez vous. Il faut être géopoliticien aussi. Aurélie. Pour rester dans une thématique très actuelle, il y a le sujet de la souveraineté économique.
qui est au centre vraiment des discours en Afrique. Hein, ça touche tous les secteurs et tous les sous-secteurs. Comment vous répondez aux critiques éventuelles autour du rôle de certains groupes étrangers dans la gestion des infrastructures stratégiques en Afrique? Écoutez, alors, c'est une question compliquée parce que, d'abord, ce qu'on a quand même constaté, si on prend l'exemple de l'Afrique, ce qui a fait à un moment donné émerger les infrastructures portuaires, on va dire, compétitives, ça a été un alliage plutôt bien pensé entre le public et le privé. La mise en concession, Abidjan est un parfait exemple. Et ce fonctionnement, forcément, quand vous avez fait appel à des capitaux privés, les capitaux privés, vous les trouvez là où ils sont. Et en effet, il y a des groupes internationaux qui ont émergé, dont c'est la spécialité, et qui sont vraiment moi, je pense que ces questions de souveraineté, elles sont, alors bien sûr, dans les moments de tension, elles émergent. Elles ont pu émerger autour d'opérations récentes qui ont pu se faire, mais globalement, le partenariat public-privé tel qu'il a été pensé, qui est quand même devenu une matrice un peu générale sur le développement des capacités portuaires, ça a plutôt été un succès. Mais vous trouvez que les entreprises, les grandes entreprises, sont parfois peut-être un peu victimes de ce débat sur la souveraineté économique et politique. Oui, elles peuvent parfois être victimes collatérales. Le débat sur la colonisation ici en Afrique, l'héritage de la colonisation. Vous pouvez être parfois victime collatérale, mais globalement, vous regardez, il est indéniable aujourd'hui de constater que l'infrastructure portuaire d'Abidjan, entre il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. Il y a dans certains pays, ça s'est quand même passé différemment. Il y a quand même eu des procès avec des acteurs, parce qu'il y a eu peut-être aussi des façons de négocier ces PPP qui étaient peut-être dans une répartition peu équitable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que ça s'est amélioré, qu'il y a une juste répartition justement entre. Moi, je pense que globalement, on voit qu'au Sénégal, il y a des contrats qui sont renégociés, par exemple. Oui. Alors, des renégociations de contrats, je pense que ça peut arriver. Je pense globalement quand même que ces schémas-là sont à maturité aujourd'hui. Et à maturité des deux côtés, à la fois du côté du privé et du côté du public. Je pense qu'il y a un niveau de maturité dans la mise en œuvre de ce type de schéma qui a fait ses preuves aujourd'hui. Donc, bien évidemment, il peut y avoir des enjeux locaux, mais dans la grande majorité aujourd'hui, où que vous alliez dans le monde, ces schémas fonctionnent. Mathieu Friedberg, il nous reste quelques toutes petites minutes. Avec Aurélie, on va parler de votre vision en tant que chef d'entreprise, en tant que manager. En tant que manager, effectivement. Quelle est votre vision du leadership, du management, quand on a une équipe multiculturelle, multi-implantée? Comment vous faites pour fédérer, pour avoir cet ADN commun dans les sites partout dans le monde? Alors, moi, je dirais plusieurs choses. La première, c'est que j'ai l'avantage, je pense, de m'inscrire au sein d'un groupe qui porte, on va dire, depuis longtemps, les valeurs familiales. On est dans cet environnement-là, très important. Le groupe CMA-CGM, c'est une entreprise familiale qui porte ces valeurs-là depuis longtemps, qui sont très fortes, avec une culture forte. La famille Saadé a vraiment un poids dans cette elle a imprimé depuis toujours, je pense, une volonté claire de s'inscrire et de marquer culturellement ces valeurs à la fois d'excellence, d'humilité, d'ambition, d'audace quand même. Donc, tout ça, ça nous a porté. Après, quand vous vous placez dans l'histoire de Seva, qui est beaucoup plus récente, donc on est finalement relativement neuf dans le périmètre, avec beaucoup de salariés, et qui eux-mêmes sont un melting pot, puisqu'on a fait beaucoup d'acquisitions, donc on a cru beaucoup par acquisition. Un des enjeux, c'est justement de faire émerger une culture commune au sein d'une culture forte comme celle du groupe CMA-CGM. Donc ça demande, je pense, d'abord de l'écoute, bien évidemment,
une mobilisation des équipes et donc une capacité à mobiliser sur ces sujets-là culturels qui est à mon avis importante. Il faut une vision, sinon vous n'emportez pas les hommes. Et puis je pense qu'il faut, en tout cas, il faut, comment dire, il faut avoir une culture de management, à mon avis, importante. Même, j'ai la conviction personnelle que les hommes, enfin, les hommes bossent pour les hommes, quoi. Hein, pourquoi les gens vont au travail? Ils vont au travail avec l'intention de bien faire, bien évidemment parce qu'ils veulent être rémunérés pour ce travail-là, mais ça ne suffit pas. Je pense que ce qui fait le monde dans l'entreprise, c'est que les gens travaillent pour les gens. Vous êtes le genre de patron qui va voir l'employé individuellement de la base. On ne peut pas le faire avec tout le monde, mais voilà, vous avez envie d'aller sentir l'humeur de vos salariés? Je pense que c'est une obligation. Ouais. Dans mon métier, si vous voulez, moi je fais un métier. Le seul actif que j'ai, c'est les hommes dans ce métier. J'ai pas d'actif matériel. Donc je fais un alliage entre les compétences, des expertises, des hommes, leur engagement et un peu d'informatique. Voilà. Et ça, ensemble, ça fait une solution que je vends à un client. Si je ne mets pas l'accent sur les hommes qui sont dans cette entreprise, je passe à côté du sujet. C'est cet argument qui fait que vous séduisez des jeunes aujourd'hui pour venir intégrer Seva Logistics, ou vous avez d'autres arguments, peut-être dans la formation et les retenir aussi, parce que c'est l'enjeu du moment. Écoutez, je pense que alors, attirer et retenir, c'est d'abord, il y a des choses simples. Les gens aiment travailler pour des entreprises qui sont successful, comme on dit. Donc voilà, le succès attire les gens. Donc on essaye de les attirer. 2, il faut créer un cadre qui soit à la fois quand vous les accueillez, mais également quand vous les faites grandir. Donc on a construit au sein du groupe des outils à la fois de formation. Donc on a lancé notre académie de formation Tangram à Marseille depuis maintenant un peu plus d'1 an, où on a fait passer, je pense, 2400 salariés du groupe qui sont venus dans on fait des cohortes de 80 personnes sur des sujets divers. Donc ça, c'est très très fort pour l'intégration. Et après, on a on a une palette, j'ai envie de dire, d'outils de formation, pour faire grandir nos salariés. C'est un travail quotidien. Et qui s'adapte aussi à l'intelligence artificielle qui va peut-être supprimer quelques emplois, en créer d'autres, en tout cas transformer les métiers, ça c'est sûr. Oui, il est certain qu'en tout cas l'intelligence artificielle, la robotique va transformer nos métiers. Mes enfants, ils vivront dans un monde qui sera différent de celui dans lequel j'ai grandi, c'est certain. Mathieu Friedberg, on arrive vraiment au terme de l'émission. Vous avez dit que votre groupe est basé à Marseille, en effet, face à la Méditerranée, face à l'Afrique. Qu'est-ce qui vous lie en tant que personne à ce continent? Est-ce que vous écoutez de la musique D'accord, non, mais je vais vous dire, moi j'ai fait... Regardez des séries africaines à 20 ans. Quand vous voyagez, voilà, qu'est-ce qui vous attire dans ce continent? Écoutez, j'ai découvert l'Afrique la première fois à 22 ans, donc bien avant d'entamer ma carrière professionnelle, dans le cadre d'un stage de 3 mois que j'avais fait à Dakar. Ça a été une expérience à la fois très impactante, difficile aussi, donc ça a été très très riche, à tout point de vue. Donc ça a été un choc quand même, pour moi ça a été un choc personnel. Et le hasard a voulu que je retrouve, des années plus tard, en 2006, quand je suis revenu et que je me suis retrouvé dans le périmètre de Delmas, j'ai retrouvé l'Afrique et j'y ai... ça a été une expérience professionnelle très forte et qui résonnait aussi avec ce que j'avais vu. Et pour répondre à une question de qu'est-ce qui m'a... Et quand j'avais 22 ans, j'avais lu un bouquin... moi, je ne sais même plus si les gens le lisent aujourd'hui, mais de Chermi Khan sur l'aventure ambiguë, qui m'avait beaucoup marqué. J'étais jeune, à 20 ans, vous lisez ça, ça vous marque beaucoup. Enfin, moi, ça m'avait marqué. Et ça participait de ce moment-là. Donc, il y a eu quand même, à un moment donné, une sorte de tremblement à 20 ans,
mais qui est personnel. Hein. Probablement que c'est mon histoire en tout cas, qui a fait que j'ai eu voilà, cette première confrontation avec le continent africain qui était forte. Voilà. Et depuis, bon, j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles riches. Voilà. Riches. Et le fait de vivre, de travailler à Marseille, dans cette ville aussi tournée vers l'Afrique, cette ville française si particulière, vous y êtes attaché ? Oui, moi j'y suis attaché, j'y vis depuis longtemps maintenant, même si j'y suis pas né, c'est le hasard de la vie qui m'a mené à Marseille. Mais, ou le groupe CMA-CGM d'ailleurs. Enfin, nous, voilà, on est devenu en effet un acteur de premier plan à Marseille. Et voilà, on y est attaché. Hein, je pense qu'on a vraiment un attachement profond à la ville, pour des raisons à la fois qui sont propres à notre actionnaire, hein, dans sa propre histoire, mais nous, chacun, on y est venu, hein, et on s'y est attaché, quoi, clairement. Un grand merci. Allez, l'OM. Un grand merci, Mathieu Friedberg, d'avoir été notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, à retrouver sur tous nos supports, sur nos chaînes YouTube, sur RFI.fr, sur jeuneafrique.com. Merci aux organisateurs de l'Africa, CEO Forum, qui nous ont accueillis ici à Abidjan. Merci à nos équipes de réalisation pour cette émission. Merci à vous, Aurélie. Merci beaucoup, Bruno. À très bientôt. Merci beaucoup. Pour de nouveaux invités de l'économie. Bonne journée.